Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ma fille a pris un prêt de 90 millions en mon nom. Ce que j'ai fait l'a bouleversée. Je m'appelle Grace Miller, j'ai 64 ans, et je vis dans la banlieue sud de Chicago, dans une petite maison de plain-pied aux volets bleus, nichée au bout d'une rue calme où les enfants jouent encore au ballon jusqu'à la tombée du jour. Cette maison, je l'ai achetée comptant, pièce par pièce, après 40 années passées au service des autres. J'ai été infirmière à l'hôpital général de Cook County, l'un des plus anciens et les plus durs établissements publics de la ville. J'ai vu des corps brisés, des familles en larmes, des miracles inespérés, et des adieux silencieux dans les couloirs d'urgence. J'ai travaillé les week-ends, les Noëls, les jours de tempête, sans jamais me plaindre. Parce qu'il y avait quelqu'un qui comptait plus que tout, ma fille, Lana. Je l'ai élevée seule, après la mort de mon mari, Andrew, un homme doux et droit, qui m'appelait toujours « ma lumière ». Il est parti trop tôt. Un cancer des poumons. Il n'avait jamais fumé, mais il travaillait dans une usine de produits chimiques à Gary, dans l'Indiana. À l'époque, on ne parlait pas encore de protection ou de sécurité. Il avait 39 ans. Quand il est mort, Lana n'avait que 6 ans. Et ce jour-là, j'ai compris que je n'avais plus le droit d'être faible. Plus le droit d'abandonner. Il fallait que je sois à la fois la tendresse et l'autorité, la chaleur du foyer et le pilier du toit. J'ai tout sacrifié pour elle. Mon temps, bien sûr. J'étais souvent absente quand elle rentrait de l'école, mais je laissais toujours un mot sur la table, un repas chaud au frigo, et une peluche sur son oreiller. Mes économies. J'ai repoussé l'idée de voyager, de refaire ma cuisine, de m'offrir une voiture neuve. Tout partait dans son éducation. Mais plus que tout, mes rêves. J'aurais aimé reprendre des études. Ouvrir un petit cabinet de soins à domicile. Mais chaque centime, chaque heure, chaque soupir allait vers Lana. Je me levais à 5 heures du matin, je prenais 2 bus et un train pour arriver à l'hôpital. Je faisais des gardes de nuit, des doubles quarts, des remplacements de dernière minute. Je rentrais parfois avec des douleurs dans le dos si fortes que je ne pouvais plus m'allonger sans gémir. Mais je souriais toujours quand elle m'ouvrait la porte. Et ça a payé, du moins je le croyais. Elle a eu tout ce que je n'ai pas eu, une éducation dans une école privée, des cours de piano, des voyages scolaires à Washington et Boston, un diplôme en finance internationale de l'Université de Michigan, et un premier emploi dans une grande firme de Chicago, où elle a rapidement gravi les échelons. Elle a rencontré Trevor, un homme sûr de lui, toujours tiré à 4 épingles, avec des ambitions immobilières et une obsession du succès. Ils se sont mariés dans un manoir, avec 150 invités, un buffet gastronomique, un photographe de luxe, et moi, au premier rang, les larmes aux yeux. Fière. Émerveillée. Naïve. Elle avait une belle carrière, un appartement dans une tour vitrée du centre-ville, des sacs de marque, des cocktails en terrasse avec des amis bien habillés. Un monde qui me semblait si loin du mien. Je ne comprenais pas toujours ses choix. Mais je me disais que c'était ça, la réussite. Je me disais que j'avais bien fait. Que j'avais été une bonne mère. Mais je n'aurais jamais cru que cette fille-là, celle que j'ai portée, élevée, protégée, me volerait. Pas juste de l'argent. Ma confiance. Mon nom. Ma dignité. C'était un jeudi matin de mai, un de ces jours tièdes où l'air sent la terre humide et les lilas en fleurs. Le soleil perçait doucement à travers les rideaux de ma cuisine, et j'étais en train de préparer du café, comme chaque matin, en écoutant le tic-tac régulier de l'horloge murale. Tout semblait calme, ordinaire. Puis j'ai entendu frapper à la porte. C'était le facteur, un jeune garçon du quartier, avec une enveloppe brune à la main. « Recommandé pour Madame Grace Miller », a-t-il dit avec un sourire poli. Je l'ai remercié sans me méfier, et j'ai posé l'enveloppe sur la table sans l'ouvrir tout de suite. Je pensais que c'était peut-être un relevé de pension, ou une formalité liée à l'assurance santé. Rien d'urgent. Mais quelque chose, dans le poids du papier, dans la rigueur de l'entête imprimée, m'a poussé à ouvrir l'enveloppe. Et là, j'ai vu le cauchemar. Notification préalable à saisie de biens, défaut de remboursement sur plusieurs prêts contractés en votre nom,
pour un montant total de 90 250 000 $. Le papier a glissé de mes doigts. J'ai cru que je lisais mal. Que c'était une erreur, un faux, un courrier destiné à une autre Grace Miller. Je me suis assise lentement, mes genoux fléchissant comme si tout mon corps venait de se vider de son sang. Le bruit de la cafetière continuait en arrière-plan, mais je ne l'entendais plus. Mon regard était flou, ma gorge sèche. Je n'avais jamais contracté de près de ce montant. Ni même d'un centième de ce montant. J'ai toujours payé mes factures à temps. Je suis de cette génération qui garde les reçus dans une boîte en fer, qui note les dépenses sur un petit carnet. Je ne suis pas une femme de dette. Alors je me suis dit, c'est une erreur administrative. Une confusion informatique. J'ai pris ma veste, mes clés, le courrier, et j'ai foncé à la succursale de la First United Bank, celle du boulevard 63e. En entrant, j'ai attendu 30 longues minutes dans un fauteuil en cuir, les mains moites, les yeux rivés sur l'écran qui affichait des offres de crédit personnel. Ironique. Quand enfin le conseiller est arrivé, un homme d'une quarantaine d'années, costume impeccable, voix neutre et trop douce pour la gravité du moment, je lui ai tendu la lettre sans un mot. Il l'a lue, fronçant légèrement les sourcils, puis a ouvert plusieurs fichiers sur son ordinateur. Il tapait rapidement, sans me regarder. Puis il s'est arrêté, a levé les yeux, et son visage s'est figé dans une expression de malaise mêlée de compassion. « Madame Miller, je suis désolé, mais tout est en règle. Le prêt est bien à votre nom. » Je me suis penché en avant, le souffle court. Ce n'est pas possible. Je n'ai rien signé. Je ne sais même pas à quoi correspondent ces sommes. Il a tourné son écran pour me montrer les documents scannés, des contrats, des formulaires, des annexes juridiques. Et surtout, une signature. Ma signature. Celle que j'utilise depuis 30 ans. La même que sur ma carte d'identité, mes chèques, mes anciens prêts étudiants. Je suis restée muette, le cœur cognant dans ma poitrine comme un tambour de guerre. Vous voyez, le service antifraude a vérifié les documents. L'adresse, le numéro de sécurité sociale, les comptes bancaires liés. Tout correspond. C'est bien vous, Madame Miller. Il avait l'air gêné, presque coupable, comme s'il me livrait une sentence irrévocable. Mais je le savais. Je n'avais jamais signé ça. Je suis sortie de la banque comme un fantôme, incapable de sentir le sol sous mes pieds. Le vent s'était levé, mais je ne le ressentais pas. Tout était flou, irréel. Je me suis arrêtée sur un banc public, devant une supérette, et j'ai regardé fixement le vide. Quelqu'un m'avait volé. Utilisé. Détruit. Et il n'y avait qu'une seule personne, dans ce monde, qui connaissait toutes mes informations personnelles, mon numéro de sécurité sociale, ma signature exacte. Ma fille. Ce soir-là, j'ai appelé Lana. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je lui ai simplement dit. Viens à la maison. C'est important. Il y a eu un silence au bout du fil. Puis un bref. D'accord. J'arrive. Quand j'ai raccroché, je suis restée plantée au milieu de la cuisine, le regard vide, une main posée sur la table comme pour m'ancrer dans la réalité. J'aurais pu la confronter par téléphone. Mais je voulais la voir dans les yeux. Je voulais savoir si ma fille avait encore une once de conscience dans le regard. 1 heure plus tard, je l'ai entendue arriver. Le vrombissement sourd d'un moteur luxueux s'est arrêté devant la maison. Par la fenêtre, j'ai vu la Range Rover noire s'immobiliser dans l'allée que son père avait goudronnée lui-même 20 ans plus tôt. Elle est descendue de voiture avec assurance, comme si elle venait pour un dîner informel. Elle portait une robe moulante bordeaux, griffée, sûrement hors de prix. Ses talons de 12 centimètres claquaient contre le béton. Elle sentait un parfum sophistiqué, floral et entêtant, un de ceux qu'on voit dans les vitrines des grands magasins et qu'on n'ose jamais toucher. Ses ongles étaient parfaitement manucurés. Sa chevelure lisse tombait comme une cascade sur ses épaules. Elle avait le port d'une femme qui sait qu'elle attire les regards. Mais ce soir-là, je ne voyais plus ma fille. Je voyais une étrangère. Elle est entrée sans un mot, a posé son sac en cuir sur le buffet, et m'a regardé comme si elle attendait des explications, comme si c'était moi qui lui devais quelque chose. Je n'ai pas dit un mot.
Je suis allé chercher la lettre dans le tiroir du meuble près du téléphone fixe. Je l'ai posée sur la table, devant elle, sans trembler. Elle l'a reconnue immédiatement. Elle a pâli. Très légèrement. À peine. Mais moi, je connais chaque micro-expression de son visage. Ce léger raidissement du menton. Ce battement d'yeux un peu plus rapide. Elle savait. Elle a croisé les bras. Lentement. Puis elle a dit, d'une voix maîtrisée. Je peux tout expliquer. Aucune panique. Aucune larme. Aucun remords. Elle n'a pas nié. Pas une seconde. Elle s'est assise avec aisance, comme si elle prenait place dans une réunion d'affaires. Puis, presque d'un ton calme, presque condescendant. Trevor voulait acheter une maison à Beverly Hills. Mais la banque refusait à cause de ses antécédents financiers. Alors j'ai pensé qu'on pouvait se servir de ton nom. Juste temporairement. Le temps qu'on revende avec bénéfice. Tu n'aurais rien eu à faire, maman. Comme si elle me faisait une faveur. Comme si j'étais la mère chanceuse d'une fille maligne. Elle me parlait comme si elle avait emprunté ma voiture sans demander. Pas comme si elle avait pris 90 millions de dollars en mon nom. Pas comme si elle m'avait trahi, volé, exposé à la ruine. J'étais là, figée. Le sang battait dans mes tempes. Mes mains étaient glacées, mais mon corps brûlait de l'intérieur. Je fixais mon enfant, la petite fille que j'avais nourrie à la cuillère, que j'avais bordée sous une couverture à fleurs, que j'avais emmenée chaque matin à l'école avec ses nattes et son cartable rose. Et maintenant, je ne la reconnaissais plus. Tu as falsifié ma signature, ai-je murmuré, presque sans voix. Elle a cligné des yeux, comme si c'était une formalité. Ce n'était pas grand-chose. On a copié ton écriture sur des documents, Trevor connaît quelqu'un pour ça. Mais tout est couvert. Personne ne va rien remarquer. J'ai senti mon estomac se retourner. Tu as volé mon identité, Lana. Tu m'as volé. Tu as ruiné ma vie. Elle a levé les mains, comme pour calmer une cliente mécontente. Non, écoute, on va tout rembourser. Trevor a un ami investisseur, super solide. Il va remettre de l'argent. Et puis, je te jure, c'est juste une mauvaise passe. On va tout régulariser. Tu n'auras rien à faire. Tu n'auras rien à faire. Ces mots résonnaient en boucle dans ma tête. Comme si j'étais un pion, un prête-nom. Comme si mon existence n'était qu'un outil pour leurs ambitions. J'ai eu envie de hurler. De tout casser. De lui crier à quel point elle m'avait brisé, trahi, humilié. Mais je n'ai rien fait. Je suis restée figée. Figée par la douleur. Par la honte. Par l'effondrement d'un amour maternel. Et à cet instant, j'ai compris. Ce n'était pas une femme en face de moi. Pas une épouse dépassée ou une professionnelle sous pression. C'était une enfant gâtée, brillante mais inconsciente, qui n'avait jamais appris les conséquences. Et c'était de ma faute. J'avais voulu la protéger de tout. De la douleur, du manque, de la dureté du monde. Mais à force de l'épargner, je l'avais laissé croire que tout lui était permis. Et maintenant, je devais réparer cela. Le lendemain, je me suis levée avant le lever du soleil. Pas parce que je n'avais pas dormi, j'avais dormi, d'un sommeil étrange et glacial, comme si mon corps s'était mis en veille pour ne pas éclater en sanglots. Mais quelque chose en moi était mort dans la nuit, et autre chose était née, une volonté froide, ferme, irréversible. Je n'ai pas pris de petit déjeuner. Pas de café. Pas de radio. J'ai juste mis mon manteau, attrapé mon sac, et je suis sortie dans le matin gris. Le ciel était couvert, le vent chargé d'une humidité lourde, et mes pas résonnaient dans les rues encore désertes. Je suis allée à la banque, puis chez mon notaire. J'ai vidé mes comptes. Les économies d'une vie, mes petits certificats de dépôt, mon plan retraite, même le livret que j'avais gardé, au cas où, pour les funérailles. Tout ce que j'avais mis de côté avec une discipline militaire, en pensant que ça servirait un jour à Lana, à ses enfants, à ses projets. Je n'ai rien laissé. Je les ai transférés dans un compte protégé, inaccessible sans ma double authentification. Puis, chez le notaire, j'ai révoqué la procuration que j'avais donnée à Lana 5 ans plus tôt,
par sécurité, au cas où il m'arriverait quelque chose. Ironique. J'ai modifié mon testament. Ce n'était plus elle, la bénéficiaire. Je l'ai remplacée par une organisation qui offre des bourses d'études aux jeunes filles issues de familles monoparentales. Des filles comme elle. Mais qui sauraient la valeur du sacrifice. Enfin, je suis allée au poste de police, les mains tremblantes, mais le regard droit. J'ai porté plainte pour usurpation d'identité. Et dans le rapport officiel, noir sur blanc, imprimé en lettres nettes, apparaissait le nom de ma fille. Lana Miller, suspect principal. Je suis sortie de là en silence, comme après une opération chirurgicale. Une part de moi avait été arrachée. Et pourtant, une autre part respirait pour la première fois depuis longtemps. Mais je n'en suis pas restée là. Je suis rentrée chez moi, j'ai refermé doucement la porte d'entrée, et je me suis assise à mon bureau, là où j'écrivais mes cartes d'anniversaire et mes lettres de vœux. J'ai pris une feuille de papier à lettres, le bon papier ivoire que je gardais pour les occasions importantes. J'ai pris un stylo plume. Et j'ai commencé à écrire. Ce n'était pas une lettre de menace. Ni une lettre de vengeance. C'était une lettre de vérité. Lana, quand je t'ai tenue dans mes bras pour la première fois, j'étais terrifiée et émerveillée. Tu étais minuscule, si fragile. Et pourtant, tu avais déjà tout mon cœur. J'ai promis, ce jour-là, de toujours te protéger. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je devrais me protéger de toi. Ce que tu as fait dépasse l'imagination. Tu n'as pas simplement commis une erreur. Ce n'est pas une maladresse. C'est une trahison. Tu as utilisé mon nom, mon crédit, ma confiance, comme s'il n'avait aucune valeur. Tu as profité de mon silence, de mon amour, de mon absence de jugement. Tu as pris ce que j'avais construit brique par brique, douleur par douleur. Et tu as tout mis en jeu, pour un rêve de luxe et de paraître. Mais surtout, tu as prouvé que tu n'as jamais appris ce que je voulais t'enseigner. Que la dignité vaut plus que le succès. Que la vérité pèse plus que l'argent. Aujourd'hui, je vais te donner la leçon que je ne t'ai jamais imposée, et qui aurait peut-être pu te sauver plus tôt. Celle de la responsabilité. J'ai contacté les autorités. J'ai porté plainte. Tu devras répondre de tes actes, Lana. Pas parce que je ne t'aime plus. Mais parce que je t'aime assez pour ne plus te laisser te détruire. Et pour ne plus me laisser, moi, être détruite en silence. Ce n'est pas la justice qui te punit. C'est la vie que tu as choisie. Si un jour tu reviens, que ce soit avec les mains vides, mais le cœur plein de vérité. Ta mère? Grace. Je l'ai pliée soigneusement. Mise dans une enveloppe. Pas pour lui faire peur. Pas pour faire mal. Mais pour lui rendre sa propre conscience, noir sur blanc. Je suis sortie. Et je l'ai glissée dans sa boîte aux lettres, à l'adresse qu'elle m'avait donnée 6 mois plus tôt. L'immeuble vitré qu'elle appelait sa nouvelle vie. Et je suis repartie sans me retourner. Lana a essayé de fuir. Au début, elle a simplement coupé le contact. Plus d'appels. Plus de messages. Son numéro sonnait dans le vide. Son compte bancaire avait été vidé en quelques jours. Le loft de luxe où elle vivait avec Trevor avait été vidé aussi, meubles, objets d'art, même les rideaux. Elle a quitté Chicago en pleine nuit, selon les voisins. Une valise à la main. Le reste? Disparu dans l'ombre. Trevor, lui, s'était éclipsé bien plus vite. Quelques jours à peine après mon dépôt de plainte, il avait pris un vol pour Panama City, officiellement pour un projet d'investissement immobilier. En réalité, il fuyait la justice. On a appris plus tard qu'il avait des liens avec un réseau de blanchiment d'argent. Rien de prouvé, mais tout laissait croire qu'il n'en était pas à sa première opération douteuse. Lana, elle, n'a pas eu cette chance. Après 3 semaines de cavale, des hôtels discrets, des locations Airbnb sous des pseudonymes ridicules, elle a été localisée à Cleveland, dans un motel à $49 la nuit, avec des cernes creusées, une perruque mal ajustée et une carte d'identité falsifiée dans son sac. Elle n'était plus la femme brillante en robe de créateur. Elle n'était qu'une fille brisée, face à elle-même. Elle a été arrêtée. Jugée. Publiquement. Je n'ai pas assisté à tout le procès.
Juste aux audiences essentielles. Je n'ai pas voulu m'acharner. Mais j'ai témoigné. Clairement. Fermement. J'ai raconté les faits. J'ai montré les documents. J'ai parlé de la confiance trahie. La salle était silencieuse. Même le juge avait baissé les yeux à un moment. Lana était là, tête baissée, les mains jointes, vêtue d'un tailleur sobre, rien à voir avec l'arrogance d'autrefois. Et contre toute attente. Elle n'a pas cherché à se défendre. Elle a reconnu les faits. Elle a dit, d'une voix basse mais audible. Je suis responsable. Je n'ai pas d'excuses. Grâce à mon témoignage, et sans doute parce que je n'ai pas exigé une peine de prison, elle a évité l'incarcération. Mais la sentence fut lourde. Elle a été condamnée à rembourser l'intégralité du prêt, sous surveillance financière, avec saisie immédiate de tous ses actifs. Sa maison, ses comptes, ses voitures, ses bijoux, ses vêtements de luxe, tout a été saisi et mis en vente. Elle a aussi reçu 1200 heures de travaux d'intérêt général dans un programme de réinsertion par le travail. Elle a tout perdu. Ses amis? Ils ont disparu comme par magie. Ceux qui l'invitaient au gala, qui posaient avec elle sur les toits de Chicago, qui lui écrivaient « Queen » sous ses photos Instagram, aucun n'a été là. Aujourd'hui, Lana vit dans un petit appartement à Cicero, modeste, au 2e étage d'un immeuble sans ascenseur, au-dessus d'un magasin de pneus. Elle travaille comme comptable dans une petite ONG qui aide des familles à sortir du surendettement. Ironie mordante, n'est-ce pas? Elle qui avait plongé sa propre mère dans une dette abyssale. Elle qui croyait qu'elle ne toucherait jamais un clavier sans écran tactile, passe désormais ses journées à calculer ce que coûte la pauvreté. Elle m'écrit, parfois. Des lettres manuscrites. Sans prétention. Pas de demande. Pas de mensonge. Des mots simples, tremblants parfois, mais sincères. Maman, je ne sais pas encore comment te demander pardon. Mais je veux te dire que je comprends. Je ne cherche pas à effacer le mal que j'ai fait. Je veux juste devenir quelqu'un que tu pourrais regarder sans honte. Un jour, j'espère que tu seras fière de la femme que je vais devenir. Je t'aime. Même si je ne le mérite pas. Lana. Je garde ces lettres dans une boîte, rangée sous mon lit. Je ne les relis pas souvent. Mais je ne les jette pas. Parce que le pardon, chez moi, n'est pas un réflexe. C'est un chemin. Et moi? Je vis paisiblement, aujourd'hui. Ma maison est toujours là, modeste mais debout. J'ai repris le jardinage, celui que j'avais abandonné pendant les longues années d'hôpital et d'économie. Je plante des tomates, des pivoines, et des herbes fraîches. Je donne des cours de premiers secours à la paroisse locale. Des gestes simples. Des gestes pour sauver. Comme ceux que j'aurais aimé transmettre à ma fille, autrement. Je ne suis plus naïve. Mais je ne suis pas amère. Parce que j'ai appris ceci. Être mère ne signifie pas sacrifier sa dignité. Aimer ne veut pas dire se laisser trahir. Parfois, il faut laisser tomber, pour permettre à l'autre de se relever. Et ce que j'ai fait ce jour-là. Ce jour où j'ai osé dire « non ». Où j'ai choisi la vérité plutôt que la loyauté aveugle, l'a bouleversée. Et peut-être m'a sauvée, moi aussi.